Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous en cette soirée de vendredi. Je vous invite à suivre cette édition jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la cérémonie de remise officielle de 18 camions citernes destinés à transporter de l'eau pour Antananarivo et ses environs s'est tenue cet après-midi à N'Djamena. Le président de la République, Ange Rajoelina, a procédé à cette remise et a précisé qu'il s'agit d'une horaire en prévision de la période d'étiage. Pour une période durable, le chef de l'État a annoncé ce jour le lancement des travaux d'une grande infrastructure à Mburnakoun, capable de produire jusqu'à 50 000 mètres cubes d'eau en complément de la production actuelle de Manchses. Et Andra Djabé pour plus de détails. Ces 18 camions citernes représentent une solution provisoire face à la saison sèche prévue pour les mois de septembre et octobre. Ils desserviront les quartiers confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau, soit à cause de la vétusté des canalisations, soit à cause du non-fonctionnement des pompes. Ces camions sont donc destinés à assurer la distribution d'eau potable dans ces zones. L'unique infrastructure de Manchses, conçue à l'origine pour 300 000 habitants, ne répond plus aux besoins actuels de la population croissante d'Antananarivo. C'est pourquoi le président Ange Rajoelina fait de ce sujet une priorité. En plus de la rénovation complète de Manchses 1, Manchses 2 a été mis en place en 2022, capable de produire 40 000 mètres cubes supplémentaires, et en avril dernier, Manchses 3 avec une même capacité de 40 000 mètres cubes. Parmi les grands projets, celui d'Mburnakoun démarrera sous peu et produira jusqu'à 50 000 mètres cubes d'eau. L'acquisition de ces 18 camions citernes remis aujourd'hui pour assurer l'approvisionnement en eau potable des habitants d'Antananarivo et des environs montre, selon le président de la République, que l'État ne reste pas les bras croisés face aux problèmes touchant la population. Le gouvernement œuvre jour et nuit pour trouver des solutions à court et long terme. Et plus que quelques jours avant que le président Ange Rajoelina ne prenne la présidence de la SADC pour l'année 2025-2026. En prélude à ce moment important, plusieurs événements auront lieu à Antananarivo, parmi lesquels la réunion du Conseil des ministres de la SADC, un dialogue sur la coopération entre les États-Unis et la SADC, ainsi qu'un grand forum sur les énergies renouvelables. Les détails sur les images de Nzara Njiansu. Madagascar est déjà pleinement engagé dans les préparatifs du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. 15 chefs d'État et dirigeants sont attendus à Madagascar pour assister à cet événement majeur prévu le 17 août. C'est également à cette occasion que le président Ange Rajoelina prendra officiellement la présidence de la SADC. Il convient de rappeler qu'il sera le premier Malagasy à assurer cette fonction depuis la création de l'organisation il y a 33 ans. Les activités ont débuté les 4 et 5 août dernier avec une réunion des hauts fonctionnaires de la SADC durant laquelle le RISDP 2020-2023 a été abordé au CCI Ivatu. Le 10 août, ce sera au tour du comité des hauts fonctionnaires de se réunir. Du 12 au 14 août se tiendra le Conseil des ministres de la SADC. Le 13 août aura lieu un dialogue sur la coopération entre les États-Unis et la SADC. Le 14 août, une conférence débat mettra en lumière l'importance de la coopération régionale pour accélérer l'utilisation des énergies renouvelables et transformer les systèmes agricoles dans les pays membres de la SADC. Le lendemain se réunira le comité ministériel de la Troïka. Enfin, le 16 août, ce sera au tour des chefs d'État et de gouvernement membres de la Troïka de se réunir. Madagascar est prête à accueillir ces grands événements qui renforceront la position de notre pays sur la scène internationale. Dans les actualités également, coup d'arrêt pour la loi sur la protection spéciale des personnes atteintes d'albinisme. La Haute Cour constitutionnelle a déclaré le texte non conforme à la Constitution. Le projet, pourtant adopté par les deux chambres du Parlement, ne pourra donc pas être promulgué. Les détails.
Adoptée début juillet par l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi numéro 2025-008 visait à offrir une protection renforcée aux personnes atteintes d'albinisme. Un texte présenté comme nécessaire face aux violences croissantes dont cette population est victime. Mais la Haute Cour constitutionnelle a tranché hier. Le texte n'est pas conforme à la Constitution selon elle. En cause, plusieurs imprécisions juridiques. La Cour pointe notamment un manque de clarté dans les termes utilisés, comme l'expression « sacrifice humain » jugée inappropriée. Elle estime aussi que certaines sanctions prévues ne respectent pas les normes du Code pénal. La HCC rappelle que toute loi pénale doit être précise, compréhensible et applicable de manière égale pour tous. Dans ce cas, les formulations ambiguës et les incohérences fragilisent le texte dans son ensemble. La loi ne pourra pas ainsi entrer en vigueur. Et le gouvernement s'engage davantage dans la promotion des investissements au niveau régional. De nombreuses entreprises issues du secteur privé investissent déjà dans plusieurs régions de Madagascar. Toutefois, ces acteurs ont besoin de soutien pour développer leurs filières au profit du développement économique régional selon les explications. La région d'Anossi est la troisième à bénéficier de cet accompagnement de l'État à travers un dialogue direct avec le secteur privé sous l'impulsion de l'EDBM. Andrina Martina. Le lancement d'ateliers de dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé dans les régions fait partie des initiatives de décentralisation des actions de l'EDBM. L'objectif est de rapprocher les entreprises locales et les porteurs de projets d'investissement de l'administration. La région Anossi est aujourd'hui la troisième région de Madagascar à accueillir cette initiative. Selon les explications, l'objectif est de trouver des solutions concrètes aux obstacles rencontrés par les entrepreneurs locaux. La région Anossi bénéficie d'importantes ressources naturelles, de richesses humaines et d'un positionnement stratégique permettant de développer des secteurs comme le tourisme, l'industrie, l'agriculture, l'élevage et la pêche, selon la gouverneure de la région. Il a été souligné que l'attention particulière portée par l'État au secteur privé dans chaque région, comme à Anossi, est un levier essentiel pour renforcer l'économie locale et produire des retombées positives à l'échelle nationale. Toujours selon les explications, d'autres rencontres entre les autorités et les acteurs du secteur privé sont prévues en septembre et en décembre prochains dans les régions Anossi. Il est à rappeler qu'un guichet de l'EDBM est déjà mis en place dans cette région afin de faciliter la création d'entreprises et de stimuler l'investissement régional. Et les paysans de la commune d'Ambakran ou dans le district d'Ambiloubé ont reçu un engin émanant du gouvernement pour les aider à conserver l'eau. L'objectif est d'améliorer la production agricole dans tout le district, mais aussi assurer l'autosuffisance alimentaire grâce à l'augmentation des rendements, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Toujours un reportage de Andrina Martina. Un grand engin pour fabriquer des épis de sable fait partie de l'aide matérielle fournie par le gouvernement aux agriculteurs de la commune d'Ambakran dans le district d'Ambiloubé, région d'Iana. Cet équipement aidera à conserver l'eau. Ainsi, les paysans ne devraient plus rencontrer des problèmes d'approvisionnement en eau, ce qui augmentera la production et améliorera surtout leurs conditions de vie. Cette dotation s'inscrit pleinement dans la réforme et l'amélioration du système de production à travers l'engagement du gouvernement via le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Par ailleurs, les agriculteurs d'Ambakran, Ambiloubé, ont également bénéficié de formations lors du Diaben Famkaran. Environ 300 agriculteurs ont été formés sur des techniques agricoles efficaces et adaptées au changement climatique à Madagascar, notamment les méthodes de Pfumvudza et Papri. L'utilisation des semences certifiées et améliorées est la clé pour une agriculture durable, selon les explications. Le projet Diaben Famkaran, soutenu par le gouvernement, fait partie des efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ambiloubé a été le 11e district à organiser cet événement.
Dans la page culturelle, les producteurs malagasy s'efforcent aujourd'hui d'améliorer constamment la qualité des films qu'ils produisent. Face au dynamisme croissant de ce secteur, l'heure est à la solidarité pour promouvoir le cinéma malagasy, selon les acteurs de ce domaine. Un reportage signé Fanjesena Mireille et Yves Janel. La qualité reste souvent le point faible des films produits à Madagascar, comparé aux productions étrangères. C'est pourquoi la majorité du public se tourne vers les films étrangers qu'ils consomment et regardent massivement. Même si la réalisation d'un film peut coûter plusieurs dizaines de millions d'ariars, les producteurs malagasy affirment faire des efforts constants. Ce producteur explique par exemple avoir investi environ 15 millions d'ariars pour réaliser un film. Selon lui, le cinéma malagasy contribue aussi à préserver et à valoriser la culture du pays. C'est pourquoi il estime qu'un soutien collectif est essentiel. Et voici un aperçu des événements culturels de ce week-end pour tous ceux qui souhaitent se divertir. Pour les fans de Rizaramanatuan, rendez-vous à Lauka Hôtel-Restaurant Ivanj à partir de 20h. Toujours ce soir, au Piment Café, vous pourrez apprécier Ina, Tulch, Ouni, Nar et Eric Rasson dès 20h30. Un grand cabaret avec le groupe Asna se tiendra à la Bimbo Antan Menake Lampitadafk à partir de 21h. Pour les amateurs de musique rock, Ken offrira un show live ce soir à 21h à l'espace Sitchek à la Kamisfenorive. Et ne manquez pas non plus l'afterwork avec Rolf au Le Pavé Antanaren qui a débuté à 17h. Demain, samedi 9 août, les jeunes et les moins jeunes pourront retrouver Ulumbeluriki à la Sainte Famille Mamasn à partir de 15h. À 20h, ambiance assurée avec Davis Franklin, Jimmy Harrison et Ange Blues au Mackay Lounge. Le dimanche 10 août, les fans de Toufjay se donneront rendez-vous au Palais des Sports Mamasn dès 15h. Le groupe Rebka se produira à Sanmanch à partir de 14h. Et enfin, le Time to Rock avec Tsiyat aura lieu au Garage Musique aux 67 hectares également à partir de 15h. Bon week-end à tous. Dans les actualités internationales, l'armée de l'air soudanaise a détruit un avion des Émirats arabes unis convoyant des mercenaires colombiens à son atterrissage dans un aéroport contrôlé par des paramilitaires dans la région du Darfour. Un responsable émirati a démenti les accusations de l'armée soudanaise. France 24. Les informations dont nous disposons viennent de la télévision nationale soudanaise, qui, il faut le rappeler, est liée à l'armée. Alors, selon cette télévision, l'avion qui a été abattu allait en direction de la ville de Niala. C'est la plus grande ville du Darfour. Elle est aux mains des forces de soutien rapide qui utilisent notamment son aéroport pour se renforcer en hommes, en munitions, mais également pour faire décoller les drones qui régulièrement vont bombarder les positions de l'armée soudanaise. Toujours selon nos confrères de la télévision soudanaise, à bord de cet avion, il y avait de l'armement, mais également des mercenaires, une quarantaine de Colombiens à minima, affirme-t-il. Alors, cette information, elle n'est pas confirmée par les forces de soutien rapide, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, elle nie l'emploi de mercenaires étrangers, qu'ils soient colombiens ou autres, et puis elle nie aussi tout lien avec les Émirats arabes unis dans ce conflit. Or, l'armée affirme que cet avion était affrété par les Émirats. Les Émirats, eux aussi, n'ont pas commenté puisqu'ils réfutent leur lien avec les forces de soutien rapide. En revanche, une information nous parvient de Colombie. C'est le président lui-même qui a posté un message sur le réseau social X. Il affirme avoir demandé à l'ambassadeur colombien en Égypte de faire la lumière sur cette affaire, lui demandant de déterminer combien de Colombiens sont morts. Il affirme être contre le mercenariat et demande à ce que les corps soient rapatriés en direction de la Colombie si possible. Et le plan du gouvernement israélien visant à une prise de contrôle militaire complète de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement stoppé, a déclaré le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un communiqué. France 24. Pour ces milliers d'Israéliens, étendre la guerre dans la bande de Gaza est une grave erreur. Depuis plus de 22 mois, leurs yeux sont rivés sur le sort des otages, toujours retenus dans l'enclave. Nous voulons que notre peuple quitte Gaza, que nos otages soient libérés, que nos soldats soient libérés. Une opposition qui vient aussi de l'intérieur du commandement israélien, notamment du chef d'état-major, Eyal Zamir.
Il a mis en garde contre le piège que serait une occupation totale de Gaza. Car selon lui, intensifier les combats pourrait entraîner la mort des otages encore en vie et pousserait les soldats dans des secteurs où le Hamas a eu tout le temps nécessaire pour se préparer à une guérilla pendant des mois. Visiblement recadré, Eyal Zamir a déclaré qu'il continuera d'exprimer sa position, sans crainte, de façon pragmatique, indépendante et professionnelle. L'opération terrestre lancée le 25 mai dernier n'a, à ce stade, pas permis de contraindre le Hamas à jeter l'éponge. Résultat, 42 soldats sont morts, les troupes mobilisées sont fatiguées et dans le même temps, Tsahal fait face à une pénurie de soldats. C'est un plan désastreux et l'armée s'y oppose car elle sait ce que cela implique. Elle sait que cela épuisera l'armée au point de la rendre trop faible pour qu'on puisse compter sur elle pour défendre les autres frontières. De son côté, Benyamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué que l'armée israélienne se pliera à la décision du cabinet de sécurité, et ce, même si, comme l'affirme l'opposition, la plupart des Israéliens s'y opposent. Le peuple d'Israël n'est pas intéressé par cette guerre. Nous paierons un prix trop élevé, tant en vie humaine qu'en milliards de dollars d'argent de contribuables israéliens. Les experts estiment qu'il ne faudrait pas longtemps à l'armée israélienne pour prendre le contrôle du territoire restant de Gaza détenu par le Hamas. Par contre, l'armée risquerait de s'embourber et au final d'occuper l'enclave de nombreuses années. Et pour terminer, le gouvernement libanais s'est réuni à nouveau hier pour discuter de l'épineuse question du désarmement de l'Hezbollah au lendemain du rejet par le mouvement chiite de la décision de confisquer ses armes. France 24. Ces partisans du Hezbollah manifestent à moto dans les rues de Beyrouth. Un moyen pour ces Libanais de protester contre le désarmement du mouvement chiite. Jeudi, le gouvernement a approuvé un plan américain pour mettre fin à la présence militaire du Hezbollah dans le pays. Notre discussion et notre décision se sont limitées aux objectifs. Nous n'avons pas abordé le calendrier. Nous attendons un plan exécutif de nos forces armées pour mettre en œuvre nos décisions. La feuille de route de Washington comprend 3 buts principaux. Le désarmement du Hezbollah d'ici la fin de cette année, le déploiement de l'armée libanaise dans les zones frontalières et le retrait d'Israël des 5 positions qu'il occupe dans le sud du pays. Washington s'est félicité de l'adoption de son plan, à l'instar du chef de la diplomatie française. La France salue la décision courageuse et historique du gouvernement libanais d'aller vers une pleine souveraineté. Le Liban et les Libanais peuvent compter sur la France pour être à leur côté sur ce chemin. Depuis la fin de la guerre civile en 1990, le Hezbollah est resté la seule faction à conserver ses armes en dehors de l'autorité de l'État, en se positionnant comme force de résistance à Israël. Le mouvement chiite l'assure, il fera comme si cette décision n'existait pas. Les 4 ministres chiites du gouvernement se sont également retirés de la réunion de jeudi en guise de protestation. Le désarmement du Hezbollah s'inscrit pourtant dans le cadre du cessez-le-feu qui a mis fin au conflit avec Israël en novembre dernier. L'État hébreu, qui continue ses bombardements au Liban, a menacé d'intensifier ses opérations si le mouvement n'était pas désarmé. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme, l'émission Data, présentée par Jean-Claude Radjamalal. Au revoir et bonne soirée avec nous.